le podcasterai jusqu'au bout, parce que c'est notre projet. Et vive la TV de la cellule. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Globo Xavier. Hello. Ça va la pêche, hein. Bah ouais, Très super. heureux de t'accueillir pour Mais cette moi 11e aussi. saison de la cellule. Toi qui officie habituellement sur les voies d'Altaride Mais oui, je aux fais côtés de quelques-uns. Julien Poire et de... Rappelle-moi son prénom. Sandra. Sandra, merci. Je sais pas pourquoi j'avais Samuel dans la tête. Non, Sandra. Ouais. Sur les je, voies leur, je d'Altaride. leur fais un peu d'infidélité, mais je sais que Julien aussi vient faire quelques infidélités chez toi, donc je n'ai aucun état d'âme. Je crois qu'il n'y a aucune fidélité à avoir ni pour la cellule ni pour les voies d'Altaride. Il faut écouter les deux podcasts. Voilà. Exactement. Nous sommes également avec Clément. Clément, bonjour. Bonjour. Nouveau à la cellule, on t'entendait parfois dans le public. Hier soir, La saison la précédente. dernière, oui. Voilà, tout à fait. Dans les podcasts précédents, il ne faut pas dire quand c'est enregistré. Mais confuse. Clément, donc, qui est avec nous, qui est venu avec Emmanuel Meffray. Hello. Alors, Clément, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos éditeurs qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est très intéressant tout ça. Je vis de poésie, d'un peu de potager, d'ateliers d'écriture, de spectacles qu'on crée avec Manu, de musique et de temps en temps, j'anime un atelier d'écriture à droite à gauche en fonction des demandes. Et voilà, et tout ça se passe dans la région. Occitanie, on est installé en Ariège. C'est jamais très durable, ça. Et donc, bien sûr, Emmanuel Meffray, qu'on ne présente plus à la cellule, incroyable rôle. Un meuble. Nous sommes également avec Jérôme Mess de Poitiers. Wouhou. On pourrait dire chroniqueur pour Shitstorm maintenant dans cette émission de France Célèbre. Ouais, on verra. Très bien. Et donc c'est toi, Globo, qui nous amène ce sujet de podcast sur la permaculture, cet ADN. C'est autour de nous, la permaculture. C'est une façon de pratiquer l'agriculture qui se développe énormément, qui s'est développée énormément ces dernières années. Et tu y vois des liens avec le jeu de rôle. Tu vas nous expliquer tout ça. Globo, c'est à toi. Alors, effectivement, voilà. Déjà, je pense que si je fais le podcast, c'est parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et deux, je sens monter dans l'égrégore de la société. C'est quelque chose qui émerge, qui passionne les gens, surtout dans les milieux un peu bobo branchouille. Et donc, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? D'autant plus que la permaculture, l'image populaire qu'on a, c'est que ça sert à faire son jardin. Dans la réalité, c'est tout un design qui dépasse largement... c'est une méthode, c'est un design pour organiser son jardin, sa maison, sa vie, ses relations interpersonnelles, etc., qui dépasse largement le cadre du potager. Et je me dis que cette méthode de design, on peut peut-être la réutiliser, soit pour produire des jeux, soit pour produire des parties, ou pour plein d'autres trucs. Et donc, j'aimerais décortiquer avec mes aimables commentateurs un petit peu ça pour voir ce qu'on peut en faire. Alors, j'ai une première remarque, excuse-moi, Vas-y. C'est que, vu ton âge canonique, Globo, Ah bon? tu es mon potager. Ça, c'est fait. J'ai perdu au jeu. On a souvent, moi aussi j'ai perdu le jeu. On a souvent employé avec, plus sérieusement, on a souvent employé avec Fabien, notamment, dans la création de jeux de rôle, l'idée qu'en fait, faire un jeu de rôle, et notamment à travers l'idée de Vide Fertile de Frédéric Sintès, c'est mettre des règles ensemble et de voir émerger en fait des choses. Et très souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, la métaphore qui vient assez rapidement, c'est celle du jardin. Entretenir son jardin, laisser pousser les idées. On a rapidement en fait cette analogie avec le jardin qui vient pour parler du jeu de rôle. Donc moi je partage assez ton point de vue. Voilà, et donc si on résume en tout cas ce que moi j'ai compris de la permaculture en 30 secondes, l'idée il est de se faire bien chier en design au début, de bien essayer de comprendre plein de paramètres, etc., pour que une fois que notre système soit installé,
on n'est plus à s'en suroccuper. C'est-à-dire que le système, il a une grande part d'autonomie et que du coup, l'investissement qu'on a à produire derrière, il reste pas intense en permanence. Donc, on a une grosse réflexion de design au départ. Et après, on a quelque chose dont on peut beaucoup plus profiter, dont on n'a pas besoin de s'occuper tout le temps. C'est bien ça, permaculture, c'est-à-dire culture permanente qui s'auto-entretient sur les autres. Est-ce que, rapidement, on pourrait faire un petit tour de table pour présenter ce que c'est que la permaculture? Quelle vision vous en avez? Qu'est-ce que c'est Clément, pour toi, la permaculture, c'est quoi? C'est la tradition d'interpeller les gens à la cellule. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quelle image te vient? Tu es venu à ce podcast, donc ça veut dire que tu avais une certaine image de ce qu'était la permaculture. C'est quoi pour toi? C'est d'abord, comme disait Globo, c'est un potager... autonome, on a envie de dire. Au départ, esthétique. Il y a une recherche de... en tout cas, tel que ça s'est développé, tel que ça se développe en Europe depuis une vingtaine d'années, je ne sais même plus. C'est d'abord une esthétique de créer des carrés, des bordures, de trouver un assemblage de couleurs aussi. C'est pas juste je vais y mettre tel ou tel truc côte à côte. On va y mettre des choses qui vont fleurir, d'autres qui vont pas fleurir, qui vont... Alors ça, c'était la vision que j'en avais au départ. Et puis, depuis quelques années où je m'y mets par petites touches en fonction des endroits où je suis, c'est devenu à la fois quelque chose de méditatif. Parce que quand tu es les mains dans la terre, il y a quelque chose de qui te permet de te recentrer. Tu dirais qu'il y a une forme de spiritualité en fait qui vient avec la permaculture? Ouais, parce que on en parlait en plus tout à l'heure, le côté vouloir toujours, à un moment donné, c'est ne s'occuper du jardin que parce que nous on a besoin de s'en occuper et pas parce que le jardin a besoin d'être entretenu. Ça peut être juste enlever une mauvaise herbe qui va enlever des nutriments aux plantes que toi tu as envie de pouvoir ramasser, ranger et manger et tout ça. Mais ça peut être juste s'assurer que la terre est pas sèche une fois tous les 3 jours parce que tu vois qu'il n'a pas plu. Et du coup, c'est un temps que tu prends aussi pour toi parce que c'est quand même hyper gratifiant de se dire tiens, j'ai planté des patates la semaine dernière, les premières feuilles elles poussent. Alors qu'on n'a moi j'ai aucune connaissance en agronomie. C'était vraiment juste tiens, je vais les planter, on va voir si ça prend. Et si ça prend, tant mieux. Et on va faire en sorte que de l'aider mais au final, tu es responsable de rien. Ça, c'est très intéressant ce qu'il dit là, parce que c'est aussi quelque chose qu'on dit du vide fertile dans les parties de jeux de rôle. C'est-à-dire que, tu vois, quelque part, l'auteur n'est pas responsable du vide fertile. Certes, il y a des règles qui ont permis l'émergence de certaines choses, donc exactement comme il y a des éléments qui sont là et qui ont permis la pousse de la plante, mais on ne peut pas dire qu'on est responsable du fait que la plante est poussée. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on l'a aidé à pousser, tu vois. On a rassemblé les conditions pour qu'elle pousse. Pour qu'elle pousse, etc. Et donc, mais on n'est pas responsable de la vie, on n'est pas responsable de la plante. De la même manière, l'auteur n'est pas responsable, tu vois, de ce qui émerge dans ces parties de jeux de rôle, en fait. Il n'a fait que écrire les règles qui ont... Et même... Et encore, c'est pareil, ça faisait partie d'un bout de conversation qu'on a eu tout à l'heure, se dire que le jardin, c'est le jeu de rôle, mais on n'est pas le maître du jeu. C'est la terre, c'est la vie qui est présente ou qui va arriver, qui va définir les règles du jeu. Tu vas pas planter tes tomates en février. Tu vois, tu vas pas essayer de mettre des arbres, tu vas pas faire des plantations au pied de conifères parce que tu sais que la terre va te dire non, là c'est trop acide, tu ne pourras pas le faire, donc trouve autre chose. Il y a une certaine forme d'humilité, de modestie en fait, de se tenir en fait devant. Alors eux c'est pas le trip qu'ils défendent, ils disent juste il faut observer. Il faut observer et ne lutter pas contre la nature. Observer ce qui se passe. Quand tu dis eux, tu parles... Je parle des permaculteurs, des gens qui ont théorisé le truc, tu vois. Des théoriciens. Ils disent, voilà, la nature, elle a des logiques à laquelle elle obéit, et c'est complet. Si vous voulez pas passer votre temps à lutter avec, eh bien, observez ce qui se passe et capitalisez sur ces observations. N'essayez pas d'aller à l'encontre de ça, parce que vous avez un fantasme...
d'hégémonie ou de démiurge. Mais une des premières choses à faire, c'est observer. On observe, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on n'agit pas, comment les différents éléments s'organisent entre eux. Et après, est-ce que moi, je peux apporter l'impulsion la plus légère possible pour arriver vers quelque chose qui m'intéresse. Jérôme, sur la permaculture. Non, mais vous avez déjà dit tout ce que. C'est bon, ouais, vous avez. T'as rien d'autre à ajouter? Oh bah non, là pour le coup, vous avez bien des. Ouais. Tu as fait partie toi qui as beaucoup participé à des expériences anarchistes ou qui a beaucoup milité, tu as déjà fait partie. Non mais c'est même pas vrai en plus. Est-ce que tu as déjà fait partie, tu vois, de jardins autogérés J'ai déjà filé des coups de main, ouais. Voilà. Donc il dit rien à dire. Bah oui, j'ai déjà fait. Ah oui, mais si. Tu t'es fêlé une côte dans un champ un jour. Ça veut dire que tu fréquentes les champs. Me fais pas rire, ça fait mal. Mais non, ouais, j'allais dire que je suis d'accord quand même avec Romaric, qu'il y a quand même justement un aspect humilité, quoi, humble, à justement ne pas vouloir aller contre la nature. Clément, tu disais tu vas pas mettre tes tomates en février, les Bretons ils le font. Non, mais il y a eu ce fameux truc, là, Romaric, j'imagine, on a peut-être entendu parler, les fameuses serres qui fonctionnaient jour et nuit, chauffées avec. Qui éclairait le ciel en mauve et jaune la nuit, enfin vraiment des volontés de pour produire des tomates bio. Oui, bio. Ah oui, c'est vrai qu'elles étaient bio. Oui. Mais vraiment, donc on est dans un délire de contrôle. Alors, je ne sais pas qui est mégalo en fait, tu vois. On arrive aussi à mon avis, ce qui fait qu'aujourd'hui la permaculture est dans l'actualité, c'est qu'en réalité, à mon avis, la permaculture s'oppose également à la façon dont on a produit les fruits, les légumes et l'agriculture, dont l'industrie en fait a produit l'agriculture. Et c'est ça en fait le truc. Et la permaculture ne dit pas qu'il faut produire moins, mais elle dit qu'il faut produire mieux en observant mieux l'économie en fait des plantes que l'on pousse, les saisons dans lesquelles elles poussent. Et la permaculture, je crois que là récemment il y a une étude de l'INRA qui a justement montré que la permaculture peut avoir des rendements qui sont au moins égaux, si ce n'est supérieur à ce que l'industrie a produit jusqu'à maintenant. Donc non, t'es pas d'accord avec ça. Non, mais c'est pour dire en fait, la permaculture émerge aussi d'un débat sur la façon de produire. Comment est-ce qu'on produit dans notre société ? Pas que de produire, mais aussi de vivre. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça aussi comme un moyen de permettre aux gens, notamment les populations urbaines, les gens des villes, de se réapproprier une agriculture à laquelle ils n'ont pas accès, parce que l'agriculture, même le potager, en fait, c'est un délire de propriétaire, en fait. Et donc en ville, moi je sais qu'il y a des personnes qui font de la permaculture, qui installent des bacs dans une logique de réappropriation de l'espace public, de l'agriculture potagère par les gens. Et comme c'est en ville, tu vas pas mettre des flics qui vont t'arrêter si tu prends une tomate cerise. Donc ça devient forcément un truc un peu autogéré où les gens prennent, donnent, s'en occupent ou pas. Si ça meurt, tant pis, quelqu'un revient peut-être l'année d'après. Je ne sais pas. Mais voilà, quoi. C'est quelque chose vraiment aussi de réappropriation de la vie, des lieux et de la ville, quoi. Et donc d'émancipation, parce que étant capable de faire ce qui me nourrit ou de produire ce qui me permet de boire, de manger, etc., je ne suis plus soumis au chantage du « attention, si tu travailles pas, tu n'auras plus à manger, tu n'auras plus à boire ». Après, il y a un enjeu. Je vois Manu qui fait non de la tête, et c'est vrai que, à mon avis, c'est un peu compliqué. Manu, de ton côté. Alors, du coup, je suis pas non plus une experte, pour le coup. Voilà, j'ai pas. Tu es biologiste de formation. Ouais, un petit peu d'agronomie, d'élevage aussi, mais du coup, à toute petite échelle, sans avoir tout lu sur le sujet et tout. Donc, il y a peut-être plein d'imprécisions dans tout ça. Je pense que l'idée, c'est en fait d'aller rechercher effectivement ce fonctionnement de nature qui a priori n'a pas besoin de nous. Sauf que quand on fait un jardin, du coup, le principe c'est qu'on se retrouve sur quelque chose de fermé. On dit en général, si on a aussi beaucoup de problèmes en ce moment de biodiversité, de maintien des écosystèmes, etc., c'est parce que ça manque de trame, les espaces se ferment parce qu'on construit des routes, parce que ça communique pas, tout ça. Et l'idée en fait d'un jardin, c'est que quand bien même ce soit pas complètement fermé, mais l'objectif un peu qu'on a quand on fait un jardin, c'est de pouvoir, même s'il y a que du béton autour, par exemple, même si on est en pleine ville, de pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne
fonctionne, même si c'est fermé, en espérant quand même qu'il y ait des insectes qui viennent, etc. Donc je pense qu'une des premières idées, c'est quand même de réussir à retrouver cette espèce d'autonomie de la nature, mais en la mettant dans un cadre très particulier, dans un petit carré où elle ne pourra pas avoir ces trucs-là. Et l'autre chose qui différencie, c'est que si vous êtes dans un coin de forêt, les feuilles qui vont tomber des arbres, elles vont faire de l'humus ici, donc elles vont refaire de la matière organique après, qui va resservir à la végétation, etc. Donc il y a cette espèce de cycle qui est relativement peu interrompu. Alors que nous, notre objectif d'un jardin, c'est quand même d'arriver à faire une exportation, c'est-à-dire à un moment de faire sortir des fruits et des légumes. Donc je pense que l'objectif de la permaculture, du coup, c'est d'arriver à faire rentrer juste ce qu'il faut, juste au bon moment, ou de penser les équilibres entre espèces, de façon à ce que ces exportations, elles soient compensées. Et l'idée aussi, peut-être, ce qui va différencier des grandes cultures et des tomates sous serre au mois de février, c'est qu'on va essayer de faire une exportation qui est raisonnée. Du coup, on va demander des efforts raisonnables à la plante avec un maximum de ressources naturelles, c'est-à-dire la lumière, la température et l'eau qui est déjà présente, de façon à pouvoir minimiser au maximum les apports qu'on va devoir refaire dessus. Donc, c'est essayer d'avoir quelque chose comme ça d'un petit peu artificiel avec le moins d'apports possible. Un peu comme vous savez, ces plantes que vous pouvez acheter de temps en temps sous globe, où vous mettez une goutte d'eau de temps en temps, et l'idée c'est surtout d'y toucher le moins possible. Mais voilà, dans cet objectif d'être fermé et d'exporter. Par contre... En fait, tu ramènes la permaculture à la notion de contrôle. C'est-à-dire que, ok, d'accord, on laisse vivre les choses, mais il y a quand même cette idée derrière qu'il y a un humain qui encadre, qui cadre et qui gère une certaine forme de production. Et il y a même une certaine forme d'optimisation, on pourrait dire. Tu vois, quand tu parles de la seule goutte qui va permettre à la plante de vivre pendant des années et donc économiser l'énergie, etc. Donc la permaculture n'est pas opposée à la notion de contrôle, d'économie, etc., etc. Mais c'est ce que disait Globo quand il disait que c'est une grosse réflexion au départ, vraiment tout un design à mettre en place de façon à ce que ça roule tout seul et qu'on soit obligé de peu obligé d'intervenir derrière. Je pense que l'idée aussi, elle est là de cette grosse réflexion de départ, et que si on se plante, on va se rendre compte qu'il faut refaire beaucoup d'apports de matière organique, etc., de façon à renourrir, alors que si on a bien géré nos échanges d'espèces, nos alternances, les choses comme ça, normalement ça devrait bien s'équilibrer. Par contre, il y a quand même deux petits trucs dans ce qui a été dit qui m'ont fait un peu tiquer. C'est cette idée que la permaculture pourrait fournir les mêmes rendements que l'agriculture grande échelle. C'est vrai si on regarde au mètre carré, mais la façon dont ça fonctionne, pour un agronome et pour un agriculteur qui a beaucoup d'hectares, ça va coincer. Parce que quand on fait des récoltes, il y a un moment où... Alors là, pour le coup, la question que je me pose, c'est à quelle échelle c'est possible. Et c'est aussi pour ça que, quelque part, on a fait un peu une gradation agriculture conventionnelle, agriculture bio, où on essaie de limiter beaucoup plus les intrants, et puis de plus faire appel aux auxiliaires, à la nature, etc. Puis permaculture. Et puis peut-être derrière, on peut dire juste un mini-mot sur la biodynamie. Mais enfin, moi, c'est un truc que j'aime pas, parce que le très peu que j'en ai lu, c'est que c'est hyper fumeux, que contrairement à la permaculture et à la bio, justement, il y a eu zéro étude dessus, que ça a été inventé par un type qui a fait ça tout seul et qu'il a un peu instauré en mode secte. Alors pour le coup, c'est mes lectures. Hein, non, mais donc moi, je confirme, mes lectures aussi. Hein, ouais, toi aussi, ça concorde. Oui, avec des trucs tout pété sur les énergies, où on prend de la terre, on la fout dans la vessie d'un cheval, on l'accroche au-dessus de la porte pour attirer l'énergie de la lune, et les gens payent pour aller travailler là-bas. C'est assez chouette. C'est voilà, avec un mec qui a fait des méthodes pédagogiques aussi. Moi, je m'en moque pas, parce que j'ai un de mes amis qui travaille justement avec ces gens que vous considérez comme. Et moi, je peux les défendre comme foisonnement. C'est-à-dire, il faut tester. Je suis désolé. Bien sûr. Non, c'est pas une critique. C'est juste que les seuls. Et si ça marchait, les locaux dans les villages autour, apparemment, ça se passe pas bien non plus avec eux. Enfin bon, bref. Ouais. Bah après, voilà, effectivement, il y a peut-être des gens
pour lesquels ça marche très bien dans leur jardin. Moi, je suis preneuse, n'hésitez Ok. pas à mettre en commentaire voilà, Ce qu'on va dire, c'est des on liens va- en plus. donc, on va pas parler de la mais- biodynamie. Toi, tu émets Mm. des réserves sur la biodynamie, etc. Moi, Mais je oui. suis pas un défenseur de la biodynamie, mais je pense que ça peut apporter des choses. Il faut pas se fermer à des études, Complètement. quelles qu'elles soient. On Complètement. sait jamais. On sait Et jamais. Ça se trouve, on va découvrir que les plantes réagissent effectivement à l'amour, à des choses comme ça. Et je veux dire, un jour, il y aura des études scientifiques qui montreront que certains éléments de la biodynamie, et ce jour-là, on sera bien content de ne pas s'être interdit de l'avoir fait. Le problème Donc, n'est pas c'est tant la pour ça. biodynamie que l'individu qui est le chef de ce truc-là, quoi. D'accord. Et vous pouvez pas le citer, qu'on en finisse Rabbi. Non, non, attends, Entre autres. non, Rabbi, c'est les colibris. C'est Schneider, c'est ça un gars qui a fait aussi toute une méthode Non. de pédagogie alternative. C'est pas Schneider, c'est Non. Ah. Je vais retrouver. Steiner. Steiner, c'est Voilà. ça. Et voilà, qui est pas mal critiqué parce que voilà, il a vendu son truc mais bon, encore une fois, mais j'en parlais aussi parce que quelque part c'est aussi dans la continuité d'une autre méthode qui s'utilise à plus ou moins Bien sûr, petite bien sûr, échelle et qui potentiellement pourrait donner des résultats un peu équivalents. Donc il y a cette histoire d'échelle quand même, c'est qu'il y a un moment où même si je déteste l'argument qui vas-y, Globo. Xavier Je voudrais te va intervenir. répondre 30 secondes Je monologue parce que beaucoup. je voudrais pas qu'on dérive Globo. sur le côté productiviste des choses. Et souvent, on fait la confusion entre la permaculture et le maraîchage bio-intensif. Qui est notamment issu, on a retrouvé un traité de maraîchage des maraîchers autour de Paris au 19e siècle. Et ces gens-là, ils font des choses qui sont très productives de manière maraîchage, avec des techniques du 19e siècle, donc sans une hypermécanisation, sans l'apport de la pétrochimie, etc. Et donc souvent, on confond les deux parce que les deux parlent du jardin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le maraîchage bio-intensif, c'est la permaculture, enfin en tout cas dans ce podcast, la permaculture, son système de design, l'éthique qui a déroulé de ça et comment on Mais peut ce que tu veux dire, c'est le ramener à on est notre pas- pratique on de est jeu pas de là rôle. Quoi. Pour refaire, Pour le refaire match toute l'agriculture, entre la permaculture, oui, bien sûr. l'agriculture intensive, Bien et- sûr. Voilà, exactement. Tracteur, Mais- béton, fusée. Mais c'est peut-être là aussi que du coup, il faut peut-être s'extraire aussi de cette idée de rendement. Voilà, oui, et que finalement, le rendement de la permaculture, c'est peut-être pas l'objectif de la permaculture, c'est avant tout d'avoir quelque chose d'équilibré. Et ça rejoint un peu aussi l'autre truc sur lequel je voulais rebondir, disait Jérôme, sur la réappropriation. Notamment voilà, dans tous les petits jardins partagés qu'on peut voir fleurir dans les villes. C'est pareil, l'objectif n'est pas d'en faire une production vivrière. Par contre, c'est clair et net que mettre les gens voilà, dans leur... comment dire ? Non, c'est pas mettre les gens, d'ailleurs, c'est que les gens se mettent eux-mêmes dans cette situation de retravailler la terre, mais aussi d'être dans cette situation d'observation, de respect de rythme et tout. Je pense qu'en termes humains, voilà, nous on est en guerre contre notre voisine qui voudrait contrôler chaque brin d'herbe et trouve que les artichauts c'est dégueulasse. Il y a un moment où il y a une question humaine très très forte là-dessus et que la façon que tu as de gérer ton jardin en permaculture, bah, effectivement ça te met dans une position de peut-être plus d'attente, d'écoute, d'acceptation autour. Enfin, oula, ça devient très. Non, mais très, ok. très mystique tout ça. Non, mais moi je suis assez Tiens. d'accord. Parce que ouais, il y a cet aspect, comme je disais, en fait, ça crée du commun. En fait, forcément, surtout dans les logiques de réappropriation en ville et tout. Parce que moi, effectivement, c'est là-dessus vraiment que C'est rigolo. que je connais, quoi. C'est Mais juste rigolo de voir comme quand on parle de permaculture, comme le disait Globo tout à l'heure, en fait, assez rapidement, le débat glisse vers des choses beaucoup plus de l'ordre du contrat social, de la politique. Oui, oui. Et moi, je comprends que tu fasses des liens avec le jeu de rôle, parce que, je veux dire, en général, quand on parle d'agriculture, on ne sait pas tout de suite ce qui vient à l'esprit. La permaculture, c'est quelque chose qui semble être lié à une vision en fait de la société aussi, tu vois, c'est quelque chose qui semble vouloir s'universaliser, si j'ose dire, à d'autres champs, des champs politiques, etc. Alors que
quand on parlait de l'agriculture avant, on n'avait pas cette dimension politique-là. Donc déjà, je trouve que la permaculture fait une analogie en fait entre le jardin et la société finalement, pour faire simple, qui est très intéressante. Et pourquoi est-ce que c'est la permaculture, tu vois, pourquoi est-ce que ça s'est développé dans ce champ-là et pas dans un autre? Et donc historiquement, si tu veux, au départ, les deux, enfin ceux qui ont théorisé la permaculture, on ne va pas dire qu'ils l'ont inventé parce qu'ils se sont inspirés de plein de monde, mais c'est eux qui ont sorti le premier bouquin, qui ont popularisé le truc. Hein. Alors c'est qui? Alors je retourne ma page parce que c'est Bill Mollison et David Holmgreen qui sont des Australiens. Au départ, eux, ils sont juste dans une logique de production, d'une autonomie de production, etc., etc. Et finalement, au fur et à mesure de leur travail, ils finissent par étendre ça à tout un tas de trucs, c'est-à-dire à l'habitat, aux relations humaines, à l'enseignement, à... Ah oui, donc tu veux dire que le péché est originel, c'est-à-dire que les gens qui ont fondé la permaculture à la base étaient des gens qui avaient une vision très politique en fait du truc, et que du coup c'est normal que... Non, je pense pas que ce soit... Justement, je pense pas qu'ils aient de vision politique au départ. Au départ, non. Moi, elle se théorise dans les années 70, donc c'est un moment, tu vois, on post-68, rapport Meadows, etc., où ils pensent qu'on va tous claquer, qu'il faut produire différemment, etc. Ouais. Donc il y a peut-être une pensée politique au départ, mais leur propos, il était de faire un truc autonome et durable. Et ils se sont aperçus que pour y arriver, ils ne peuvent pas se concentrer que sur leur bout de terrain, ils sont obligés de prendre en compte l'environnement humain, ils sont obligés de prendre en compte... la transmission, l'artisanat, de créer de nouveaux outils. Donc c'est naturellement qu'ils ont versé de la permaculture aux politiques. Oui, et surtout pour englober un peu tous les aspects du quotidien, quoi, et pas juste la production alimentaire. Clément, tu voulais intervenir? Ouais, parce que il y a quelques années de ça, j'ai lu un bouquin de Jérémy Nardi, si je dis pas de conneries, qui était un anthropologue qui avait fait toute sa thèse sur des populations d'Indiens en Amazonie, sur les contreforts qui habitaient, c'était toute une tribu, un ensemble de tribus qui vivaient sur les contreforts de la cordillère des Andes, donc complètement à l'ouest de l'Amazonie. Et sa thèse n'était pas sur la permaculture en soi, mais du coup, il avait fait plusieurs bouquins, parce qu'il est retourné les voir pour d'autres expériences, on va dire. Mais voilà, et le premier bouquin que j'ai lu de lui, c'était sur la permaculture de ces Amérindiens, qui faisaient ça depuis des milliers et des milliers d'années, et qui, effectivement... ne s'en sortaient plus, non pas parce qu'ils avaient laissé tomber la permaculture, mais comme tu disais, les colons qui étaient arrivés, qui ont complètement détruit, qui se sont imposés, etc., ont fait de la déforestation massive. Ils ont rompu voilà. Pour eux, c'était une question d'équilibre, quoi. C'était dans les forêts amazoniennes, en plus, c'est des forêts où il y a très peu d'humus, en fait, parce que c'est tellement dense, il fait tellement chaud que en fait toute la décomposition se fait tu vois, du haut jusqu'en bas, quoi. Du haut jusqu'en bas. Et donc le temps que ça descende, il y a plus de la terre est rouge, pas parce que elle est déforestée, mais parce que quand on voit les photos aériennes de déforestation, la terre est rouge parce qu'elle est rouge, qu'il n'y a plus rien, il y a rien pour couvrir. Et qui expliquait que la permaculture, c'est juste une question d'équilibre des sols, quoi. Tu vas pas mettre l'intensif monoculture, c'est pas possible. Pour eux, c'était pas possible parce qu'ils vivaient en forêt, ils le faisaient. Certes, il y avait un peu de, comment on appelle ça déjà, de brûler un espace. La terre brûlée. La terre brûlée pendant, voilà. Ils cultivent à un endroit pendant 4-5 ans, et au bout de 4-5 ans, ils laissent tomber, ils laissent repousser la forêt, et ils vont trouver un autre endroit, et en plus ils prennent le temps d'aller trouver un autre espace. C'est pas juste on va se déplacer de 10 mètres et puis on va recommencer, non. Et là leur gros problème, c'est que voilà, l'environnement extérieur, c'est devenu du bovin, sur des grands pâturages, de l'intensif, de la monoculture, qui a complètement bousillé leur écosystème à eux, et donc leur capacité à être autonome dans leur alimentation. En fait, et ce que je retrouve avec la permaculture, moi, c'est que pour moi, une partie de jeu de rôle, c'est un écosystème. Ouais. Et c'est en ce sens-là qu'on
on peut avoir cette vision-là sur la partie de jeu de rôle et essayer de faire un parallèle entre les techniques de la permaculture et nos parties. D'accord. ok. Voilà, ça se trouve, on peut même l'étendre, non pas seulement à la partie, non pas seulement au groupe de personnes, mais peut-être même à l'ensemble du milieu du jeu de rôle, voire Mais l'ensemble sans du doute. milieu de la création. Je pense qu'il y a en plus, il y a une espèce de... Voilà, là aussi, on a des La lasagnes. Fédération française de jeux de rôle fait-elle de la permaculture avec nous? Il y a des trucs à discuter. C'était mon moment troll, vous m'excuserez. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai une suspicion. C'est une suspicion par rapport aux analogies, c'est-à-dire jusqu'où, parce que c'est une analogie entre le jeu de rôle et le jardin, entre. Ouais, alors, c'est ça. Et je te permets qu'on rentre un Eh peu ben, je dans le t'en prie. gras Bah, de voilà, la théorie. ouais. Alors, donc, quand ils théorisent, ils sortent déjà 3 grands principes éthiques qui va cadrer tout le reste. Donc, le premier, c'est prendre soin de la nature, les sols, la forêt, l'eau, l'air, etc. Le deuxième, c'est prendre soin de l'humain, donc prendre soin de soi-même, de la communauté dans laquelle on évolue et des générations futures. Et le troisième grand principe fondateur, c'est créer une abondance et redistribuer les surplus. C'est-à-dire que l'abondance, elle est avant tout créée pour ton système, et parce que tu crées beaucoup, il va y avoir des surplus, et c'est que les surplus que tu sors et que tu redistribues. Et donc, sur la base de ces principes-là, ils ont 12 grands principes qu'ils vont... 12 grands voilà, où est-ce que j'en suis dans mes notes? 12 grands principes de conception, voilà, ceux-là on en a parlé. Donc le premier on en a parlé, c'est observer et interagir. Le deuxième... Observer, donc le premier. Observer, voilà, et observer notamment les interactions, etc. Observer les interactions. Aussi, oui. Ok. Observer. Parce que dans un système, alors autre chose que notre société marchande nous vend, c'est que la seule relation, elle est binaire. C'est-à-dire, je te donne, tu me payes. Voilà. Mais dans un système, en fait, c'est pas forcément le cas, voire c'est presque rarement le cas. C'est-à-dire que souvent, c'est tout un cycle avec plusieurs acteurs qui fait qu'au bout du cycle, celui qui a investi au départ, il y retrouve son compte à l'arrivée, mais c'est peut-être passé par 3, 4, 5, 6 acteurs différents. On n'est pas forcément dans une relation binaire de type marchande. D'accord. Donc, il faut observer tout ça. Comment A donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui donne à F, qui redonne à A. Tu vois. D'accord. Ouais. Le deuxième principe, c'est collecter et stocker l'énergie. Bon, d'accord. Créer une production. Et là, ça nous intéresse à nouveau dans le jeu de rôle parce qu'on veut créer une partie. Notre production, c'est la partie. C'est bien ce qu'on veut produire. D'accord. Créer une production. Moi, je les note au fur et à mesure. Ouais. La quatrième, c'est appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. C'est-à-dire que le système, il va te résister, quoi, ou il va te renvoyer des trucs, et il faut l'accepter, et il faut trouver un équilibre un peu naturel entre tout ça. D'accord. Entre ce que appliquer tu veux... Appliquer l'autorégulation. Voilà. Et accepter la rétroaction, c'est-à-dire le retour du système. C'est-à-dire accepter le retour du système vers toi. D'accord. Ou du système vers lui-même, d'ailleurs. La rétroaction, ça... Et même dans la rétroaction, on va chercher des boucles vertueuses, tu vois, qui par effet de rétroaction vont s'auto-entretenir. D'accord. Donc, le plan que tu es en train de suivre est le plan d'un petit fascicule que tu as entre les mains. Oui. C'est le fascicule de Bill Mollison et de David Holmgren. Non, c'est le fascicule qui est tiré de leur travail, qui s'appelle L'essence de la permaculture, et qui est sur le site officiel permacultureprinciples.com, qui sont les gens qui... c'est sympa de les citer parce que t'es quand même... je pille. Enfin bon, je suis désolé. Hein. Je suis pas un expert, quoi. Je suis quelqu'un un amateur éclairé et intéressé, tu vois. Très bien. Cinquième principe, utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Donc on va essayer de ne pas épuiser son système, on va utiliser au maximum ce qui est renouvelable et ce qui est produit par le système. D'accord, ouais. 6, ne pas produire de déchets. Alors là, il ne faut pas l'entendre comme le caca c'est mal, etc. Il faut comprendre que le déchet des uns, c'est une ressource pour les autres. Et que, en fait, tout ce que nous, on voit
comme un déchet, eh bien, c'est peut-être La richesse de quelque chose. pour quelque chose d'autre. Et donc, il faut trouver dans ton système, il ne faut pas se dire, bon, ça c'est de la merde, ça m'emmerde. Il faut se dire, bah, ce déchet-là, comment je peux le revaloriser, qui est-ce que ça va intéresser dans mon système et comment je peux le redistribuer et en fait ne pas le perdre ou ne pas le sortir de mon système. D'accord. Donc là, on en est à la moitié, on a fait le 6e, il nous en reste 6. 7, partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. D'accord. Hein, donc ça, c'est... Partir des structures d'ensemble pour arriver au détail. Et notamment, ils ont le concept de pattern, c'est-à-dire que en anglais, hein, je ne sais pas trop comment on traduit ça en français. Pattern, c'est... C'est alors Pattern, en musique, le pattern, c'est ce qui va, c'est le cycle, c'est le cycle récurrent, c'est ce qui va donner le pattern. Tu vas l'utiliser en tapisserie, c'est la trame. La En trame, fait, c'est c'est la trame qui va te permettre je dirais le de programme, combler les vides et de créer l'image. Le motif, quoi. Le motif, très bien. Merci. Ça, c'est une excellente traduction. Et donc, il y a tout un tas de motifs qui existent dans ton système et il faut les repérer, les comprendre et ils vont se répéter et c'est important d'en avoir conscience. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et donc, le motif d'ensemble, il y a un peu un effet fractal qu'on peut retrouver à différents niveaux. Très très bien. Le principe numéro 8, intégrer plutôt que séparer. Là, on est dans la notion que, dit autrement, c'est que sans diversité, il n'y a pas de résilience. C'est la diversité qui va faire la richesse d'un système. C'est-à-dire que plus ton système il est dense, plus il est divers, plus il va être tenable, soutenable, riche, etc. Donc à chaque fois que tu sors des trucs, que tu vires, que tu cloisonnes, que tu sépares, que tu fais de la dichotomie, eh bien tu vas perdre en richesse et en efficacité. Bah, tu empêches l'interaction. Exactement. Ouais. Et la rétroaction. Et dont on a donc, parlé voilà. avant, exactement. Principe 9, utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience. C'est-à-dire que oui, on peut avoir un grand objectif de design, mais ça va être la politique des petits pas qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. On part pour un marathon, on part pas sur une vitesse de sprint. On y va pépère, on profite des premiers kilomètres pour s'échauffer, et oui, on aura notre objectif marathonesque dans 40 bornes. Donc on accepte que au début, on y va pépère, tranquille, petit à petit, et qu'on construit au fur et à mesure. Principe numéro 10, utiliser et valoriser la diversité. Donc ça rejoint un petit peu celui qu'on a vu avant, sur intégrer plutôt que séparer, c'est-à-dire qu'on veut un maximum de trucs différents dans notre système. D'accord, ouais. Principe numéro 11 et avant-dernier, utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. Ils se sont aperçus que c'est à la bordure qu'il se passe des choses riches. C'est là où deux environnements différents se chevauchent qu'il va se passer des trucs de dingue. Okay. Si j'exagère, quand tu es dans un champ de blé, t'as que du blé, quand tu es dans la forêt, t'as que des arbres, et à la frontière des deux, tu vas avoir toute une végétation intermédiaire beaucoup plus riche que d'un côté ou de l'autre. J'exagère. Je veux dire, la forêt, c'est très très riche. Non, mais bien sûr. Mais c'est On voit très bien pour ce que donner tu veux une dire. image et voilà, pour qu'on comprenne. Ouais. 12e et dernier principe, utiliser le changement et y réagir de manière créative. C'est-à-dire que oui, nous, on a une intention, mais du changement dans notre système, il va y en avoir. Et on ne prend pas ça comme une claque dans la gueule, une contrainte ou une punition, mais comme une opportunité et comme l'occasion de briser les frontières, justement, et d'aller explorer des choses nouvelles par rapport à ça. Jérôme. J'ai l'impression qu'il y a c'est une vraie philosophie d'expérimentation. Bien sûr. Vraiment, en fait, ouais, on est dans la recherche, on n'est pas dans la leçon qu'on donne. Emmanuel. On a quand même déjà beaucoup de notions très précises de ce qui, notamment sur l'aspect intégration, par exemple, cette diversité, de ce qui fonctionne très bien ensemble, des successions aussi dans le temps. On joue beaucoup là-dessus, de dire on sait que ça va partir d'abord,
et qu'au moment où ça va être la fin de ce premier truc, bah, ça laissera de la place et ça aura laissé tous les bons éléments dans le sol pour cet autre truc, etc. Donc on est quand même largement assez avancé sur cette voie-là pour pouvoir dire, bah, associer cette plante et cette plante. Ensuite, vous faites passer cette plante derrière. Et en général, voilà, il y a un cycle qui... les motifs, les patterns, on les connaît déjà un peu. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'intéressant dans la permaculture, c'est qu'ils sont pas fermés à ce que font les autres. Et ils partent pas de rien, tu vois. Ils capitalisent sur un savoir-faire paysan, sur des traditions, sur ce que font les autres. Moi, je sais pas si la permaculture, elle aurait pu émerger, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui, si on n'était pas dans une société de la communication et s'ils n'étaient pas allés chercher des idées des Indiens d'Amazonie, du paysan japonais, des maraîchers au 19e siècle à Paris, etc., etc. Tu vois, ils partent pas de rien. Mais derrière, un de leurs premiers principes, c'est maintenant que j'ai toutes ces connaissances, néanmoins, je ne fais pas le démiurge et j'observe ce qui se passe concrètement dans mon écosystème, quoi. Ouais, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est surtout le dernier point là, que tu as dit, le 12e, qui était grosso modo réagissez de manière créative. Ouais. Oui. Et, il y aura du changement. Et pour moi, ouais, voilà, ça quand même sous-entend une philosophie qui est vraiment dans l'expérimentation et la tentative de trucs nouveaux. C'est-à-dire que si à un moment tu testes quelque chose et que ça marche pas, tu vas pas retourner au tracteur, quoi. Le principe, c'est soit créatif, ne reviens pas en arrière, ou enfin réagis, voilà, en cherchant, quoi. Après, pour être créatif, il y a aussi ce côté, plus tu multiplies les outils à ta disposition, plus la capacité d'adaptation que tu auras toi en tant que jardinier, et de la même façon en jeu de rôle, plus tu as des outils à ta disposition, plus tu vas être capable de rebondir, plus tu vas être capable de justement d'aller au plus vite pour éviter soit de tout perdre, soit d'appauvrir ton sol, soit d'empêcher tu vois, la succession des choses, quoi. Alors effectivement, alors là pour le coup c'est très très empirique comme observation. Nous par exemple on n'a pas assez de recul avec Clément puisque voilà le jardin est tout jeune. Mais ce que j'ai vu avec mes parents qui sont passés il y a quelques années, c'est que donc ils ont vu clairement quelque chose de beaucoup plus riche et foisonnant très très rapidement dès la première année même. Il était très content mon père. Et par contre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de coups d'incertitude dès le début. Au moment où ça relance tout après l'hiver, c'est un peu on verra ce qu'il prend et qu'il y a plus souvent des tiens ça a pas pris, ça a pas pris. C'est pas que le motif était pas bon, mais que effectivement il y a une petite marge d'incertitude, qui est aussi tu le disais dans l'autorégulation, accepter la rétroaction, c'est aussi cet aspect-là, dire que on lâche peut-être un tout petit peu de contrôle, mais que voilà, ça permet aussi, ça veut dire que ça libère de la place, donc ça veut dire qu'on peut essayer au dernier moment de remettre un truc, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as de la diversité et de la densité, peut-être que cette année, t'as pas de patates, sauf que tu comptes pas que sur tes patates pour t'apporter des féculents. T'as planté plein d'autres trucs qui vont t'apporter ce type de nutriments. Et donc peut-être que c'est pas une année à patates et que ça va pas marcher cette année, mais peut-être que du coup, il y a quelque chose d'autre qui va se développer. Et donc, dans les principes, dans les choses qui sont connexes, je vous ai donné les principes officiels des formations en bidule. Qu'est-ce qu'ils disent aussi ? C'est que chaque élément du système doit remplir plusieurs fonctions, et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments du système. Et en fonction des conditions climatiques ou tout un tas de trucs que nous, humains, on ne maîtrise pas, on n'est pas omniscient, on peut pas tout prévoir. Pour toi. Ouais, excuse-moi, Romaric. Pardon. Mais si dans ton système, il y a plusieurs choses qui produisent quelque chose qui est important pour toi, et que, à l'inverse, chaque chose qui produit ne va pas avoir une seule production, mais en fait remplir plusieurs niches dans ce que tu as prévu dans ton design, eh bien tu t'assures que, alors oui, peut-être que cette année tu boufferas pas de patates, c'est pas grave, mais tu auras plus de topinambour. Et du coup, ça prendra le relais. C'est peut-être pas ce que tu voulais manger, d'accord, mais in fine, la production, elle est faite. Et tes topinambours, elles vont pas faire que des racines, elles vont aussi te faire de la biomasse que tu vas mulcher, etc. Tu vois, donc, c'est quoi mulcher ? Mulcher, c'est faire un couvert sur le sol. Tu vois, donc
mettre de la paille, mettre des feuilles, mettre du gazon broyé ou du bois broyé, etc. C'est-à-dire que la terre, en fait, elle a une vie qui n'aime pas recevoir directement les rayons du soleil pleine poire, la flotte en direct, etc. Et donc le fait de mettre un petit couvert organique dessus, ça va protéger tous les petits asticots, les petits cloportes, les petits microbes, les petits champignons qui vivent en dessous et qui rendent ta terre vivante, parce que c'est eux qui vont nourrir tes plantes, en fait. C'est-à-dire que si tu veux pas apporter des engrais, il faut que ce soit la vie de ta terre qui nourrisse ta plante. Et donc, quand tu cultives ton jardin, il faut nourrir ta terre et pas nourrir tes plantes. Très bien. Très bien, c'est très 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 clair. Jérôme, tu voulais intervenir ? J'avais une analogie à faire. Mais ce n'est que ça, ce podcast, je crois. Ok, parce que du coup, si je pense au jeu de rôle... J'allais justement poser une question là-dessus. Donc, excellent. On va dire le MJ tracteur béton fusée, du coup, qui fait ses tomates en février dans des serres chauffées jour et nuit. C'est un peu le MJ qui arrive avec sa préparation qui a duré 12 heures et son scénar tout prêt. Vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, vous pouvez aller partout. Bref, je sais pas, là c'était juste un troll. Par contre, ce qui correspond à tous les principes qu'on a énoncés, que je vous ai entendu énoncer depuis tout à l'heure, ça colle à quelque chose dans le milieu du jeu de rôle, sauf peut-être par l'aspect compétition et gagnant, ça par contre peut-être moins, mais par contre dans son fonctionnement, je trouve que le Game Chef, c'est-à-dire des productions avec des moyens plus modestes, plus réduits, avec où chacun remplit plusieurs fonctions parce qu'on est à la fois donc créateur de jeu et aussi juge, et ce que tout le monde qui participe au Game Chef aussi, et conseiller, et ce que tout le monde dit quand, quasiment, mais les personnes qui participent au Game Chef, c'est un retour qui est très fréquent. Ce qui est extraordinaire, ce sont les interactions entre les agents, c'est les moments où les gens se font des retours et où vraiment, parce qu'il y a une espèce de bienveillance et de recherche créative et de. Moi, je pensais à la cellule. En fait, quand il parle de... Mais je suis désolé. Excuse-moi, je vends ma soupe. Mais quand il parle d'interaction entre des disciplines différentes, quand il dit, par exemple, c'est au détour au croisement du champ de blé et de la forêt qu'on trouve les choses les plus riches, qu'est-ce que c'est que la cellule ? C'est des gens qui viennent de spécialités différentes, des philosophes, des astrophysiciens, des physiciens, des biologistes, des militaires, des punks, des fascistes qui se rencontrent. Non, il n'y a pas de fascistes à la cellule. Ils attendent pour sortir les fusils, là. Je me trouvais un peu mou, là. Donc, du coup, voilà, c'est des gens, en fait, qui se rencontrent et qui font de la transversalité. Moi, c'est ce que j'appelle la transversalité, Globo. C'est-à-dire, c'est de trouver, en fait, dans la permaculture de quoi s'inspirer pour le jeu de rôle, de trouver dans la philosophie de quoi s'inspirer pour le jeu de rôle, de trouver dans les mathématiques, etc., d'aller chercher dans toutes les disciplines, en fait, de les faire se rencontrer, de les faire de les faire discuter, etc., de les faire entrer en interaction. Et c'est lorsqu'il y a l'interaction qu'il y a la plus grande richesse. Et j'y vois aussi une analogie avec la science telle que la pense Pierre Lagrange. C'est-à-dire une science qui n'est pas une science d'experts spécialistes d'un seul domaine, mais d'une science où tout le monde se met autour de la table à discuter ensemble, experts, non-experts, scientifiques, non-scientifiques, mystiques, etc., philosophes, tout le monde discute ensemble et on produit à ce moment-là beaucoup plus de richesse conceptuelle que... voilà. En fait, tout ce qu'on a dit là sur la permaculture s'applique aussi au champ de la discussion intellectuelle, simplement. Le Game Chef, je suis d'accord avec toi, mais aussi, par exemple, un think tank, comme la cellule, par exemple. Et puis, même au sein d'une... Même quand, pendant une partie de jeu de rôle, évidemment. Tu peux pas... Alors, sans parler des bordures, là, pour le coup, mais peut-être que ça va revenir dans le fil de ma pensée, mais tu peux pas mener une campagne dans un jeu genre Elric ou Hawkmoon ou d'autres jeux comme ça, si t'as que des berserkers dans ton équipe, qui à un moment donné, il y a aussi besoin de cette diversité pour que le collectif avance, progresse. Alors il y en a qui vont pas il y a des personnages qui vont pas forcément évoluer à la même vitesse que d'autres, mais ils vont tous être sollicités à un moment donné, et du coup tu laisseras personne sur le chemin ou en bordure qui lui va, parce qu'il y a à la fois le personnage et le joueur, et le personnage lui, s'il est là à un moment donné sur le côté, peut-être qu'il va pouvoir faire autre chose, qui va nourrir
différemment, de façon plus ou moins visible, Offrir d'autres interprétations. Puis d'autres chemins en forêt où tiens, là lui il a trouvé un coin champignon. Et ce coin champignon là, personne s'en est occupé, il va quand même les ramasser parce que on balance pas les coins champignons, ça c'est clair. Et que si t'as pas tu parlais, Jérôme parlait de compétition. Moi, j'ai jamais eu de jeu. Enfin, en tout cas, on n'a jamais, du temps où je faisais du jeu de rôle qui remonte à très très longtemps, on n'a jamais été dans un mode de compétition. À part un joueur qui lui avait toujours besoin de voir son personnage, les caractères de son personnage, hop. Même si c'est agréable de voir son personnage évoluer avec les points de caractère, etc. Mais l'idée, c'était quand même qu'on arrive au bout ensemble. Qu'on arrive à produire quelque chose ensemble et qui soit pas forcément ce à quoi on s'attendait au départ, mais qui pas ce à quoi s'attendait le maître du jeu au départ, mais qui soit le résultat de nos interactions vivantes. Il y a un mot qu'on n'a pas du tout prononcé dans ce podcast, mais qui revient constamment en fait à ma tête, c'est le mot de symbiose. L'association réciproquement profitable de deux organismes. Et en fait, ça c'est le cœur de la biologie pour moi. Enfin, ma première notion biologique qu'on m'a enseignée, je crois, en 4e, je crois que c'était ça, ou même en 6e, c'était la notion de symbiose. C'est-à-dire comment des organismes peuvent s'apporter l'un à l'autre des éléments essentiels à leur survie mutuelle. Et là, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est de ça, c'est d'osmose, de symbiose, d'harmonie, en fait, de cohérence. Et c'est de penser symbiose quand je design ma partie ou mon jeu. Qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'espère comme rétroaction? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe entre les différents éléments de mon jeu? Comment je veux qu'ils s'alimentent les uns les autres? Qu'il y ait une production riche à partager? Et en ayant à l'idée que si je mets tous mes œufs dans le même panier, je prends des risques. Tu vois, on a eu un podcast sur For the Queen. On voit que For the Queen, il repose sur une seule mécanique qui est la question ouverte. Eh bien, y a des gens à qui ça convient pas, quoi. Bon, moi, ça me convient très bien. Il y a des gens à qui ça convient pas. Mais plus tu vas multiplier des systèmes, enfin des éléments différents pour remplir une même fonction, et si en plus chaque élément peut remplir plusieurs fonctions, eh bien, plus tu vas avoir de chances que ta partie elle soit riche, qu'elle soit dense et qu'elle soit infinie presque. Si on reprend un exemple, tu sais que moi je suis fan de Donjons et Dragons, OSR, etc. Quand tu crées ton groupe de joueurs, tu as besoin d'un tank, tu as besoin d'un soigneur, mais ce serait bien d'avoir un tank secondaire, un soigneur secondaire au cas où, parce que quelqu'un peut descendre, d'avoir quelqu'un qui va plutôt être spécialisé dans les interactions sociales, mais ce serait bien qu'il ne soit pas le seul, parce qu'après tout, il pourrait nous trahir. Donc en fait, on voit que sur des jeux un peu tactiques comme ça, dès la création de personnages, on va penser déjà à donner un rôle principal à chacun, mais à lui donner des rôles secondaires qui vont permettre de pallier un sens dans l'organisation, je dirais. En cas de problème et ce genre de choses. Et c'est ça un peu, tu vois, où je fais le lien entre la permaculture et le jeu de rôle. C'est-à-dire que toi, quand tu designes ton jeu ou quand tu écris ton scénario ou ta campagne, eh bien, il faut observer tes joueurs ou observer une typologie de joueurs, le public auquel tu t'adresses. Il faut voir quelles sont les rétroactions dans les parties. C'est pour ça qu'on fait du playtest. Tu vois, le playtest, c'est la rétroaction. C'est-à-dire que je commence à designer un truc, je vois ce que ça donne, j'ai une rétroaction, je m'adapte au changement. J'essaie de le valoriser, j'y retourne. Et c'est tout aussi long et tout aussi. Ça doit tout autant être maturé. Tu vois un peu tous les parallèles que je fais avec cette méthode. Et donc, moi, je trouve intéressant parce qu'elle englobe tout, tu vois. Et c'est pas juste, je me focalise sur ma partie de jeu de rôle et sur ce que je veux produire, c'est que je m'intéresse aussi aux interactions sociales, je prends soin des gens autour de la table, et pas qu'au niveau humain, tu vois, à la limite presque au niveau aussi biologique, quoi. Ouais. C'est très intéressant. Manu, tu voulais ? Ouais, je voudrais pas qu'on passe non plus complètement à côté du côté compétition et antagonisme.
Parce que sur un sol, sur de la végétation, si on couvre le Bien sûr. sol, c'est Il pour y a des éviter de faire venir aussi, nous, on gère notre truc de façon à avoir le moins de mauvaises herbes, entre guillemets, à gérer, parce qu'on est d'accord, hein, on n'a pas envie d'avoir les orties qui envahissent notre jardin. c'est une plante très tous les utile, endroits, l'ortie. même si c'est une plante très utile, mais en même temps, c'est une plante très utile, c'est une Mais un plante peu que tu vas être envahissante, content de cueillir, mais c'est pas une plante que tu as envie d'avoir au moment où tu ramasses tes tomates ou tes haricots. Merci, parce que une chose dont on n'a pas parlé pour l'instant, un autre concept qu'on apprend en permaculture, c'est le concept de zonage. C'est-à-dire qu'eux, ils partent du principe qu'il y a 5 zones. Il y a une zone très proche qui est le cœur où tu vis, où tu habites. Et plus tu t'éloignes, plus tu vas aller vers la vie sauvage, en sachant que la zone 5, c'est la forêt primaire où tu n'interviens pas, où tu vas quasiment pas ou très peu et que tu perturbes le moins possible. Et tu as toutes les étapes. Et donc, les choses dont tu vas avoir besoin régulièrement ou dont tu as besoin de t'occuper souvent, tu vas les mettre en zone 2. D'accord. Puis en zone 3, les trucs qui demandent soit moins d'intervention, soit dont tu n'as pas besoin tout le temps. En zone 4, tu vas être en zone semi-sauvage. Et la zone 5, c'est la zone sauvage. D'accord. Et donc, tu peux aussi penser comme ça à une table de jeu de rôle. De quoi est-ce que j'ai besoin tout le temps ? Qu'est-ce que je mets dans mon environnement proche, que ce soit un environnement matériel ? Est-ce que les chips, je les mets à l'autre bout de la pièce ou est-ce que je les mets sur la table alors que ça fait chier avec les figurines qu'on peut plus se déplacer ? Mais ça peut être aussi ton environnement... tu vois, ton environnement humain ou ton environnement narratif, quoi. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que j'ai des friches dans ma narration ? Et les friches, c'est aussi un petit peu ce qui va poser l'ambiance, poser l'immersion, alors que tu n'auras pas forcément tout le temps une interaction avec au quotidien. Et donc cette idée de zonage, elle est importante par rapport à tes besoins aussi, tu vois. Manu. Mais en même temps, la question aussi, c'est qu'est-ce que tu étouffes ? Parce que, pour reprendre l'analogie, c'est vrai, on n'a pas de fascistes à la cellule. Nous, on trouve ça plutôt bien. Mais en même temps, je veux dire, on a aussi beaucoup de gens blancs avec un certain niveau social. Je salue ton ouverture d'esprit, même. Non, mais il y a aussi ce côté-là, être conscient qu'on va vraiment favoriser des trucs et les gérer de façon à étouffer aussi tout ce qu'on n'a pas envie de voir apparaître. Et des mécanismes... Alors bon, moi je pleure souvent sur les guéguerres de chapelle dans le jeu de rôle parce que des fois ça me gonfle sérieusement. Mais en même temps, il y a aussi des antagonismes qui sont assez salutaires et c'est tant mieux qu'on n'ait pas un seul truc, une seule coloration. Mais pour le coup, il est quand même hyper présent aussi, et ce côté très, très normalisant de la part qu'on a pu aborder aussi, des implicites de la partie de jeu de rôle, tout ça, la façon qu'on a de tous se fondre dans un moule, de rester aussi, d'avoir des mécanismes de fonctionnement similaires avec les groupes avec lesquels on joue, etc. Faudrait pas avoir que le côté bisounours, parce qu'il y a des choses qu'on veut voir émerger, et que le reste, on l'étouffe, quoi. Juste un point par rapport... parce que quand on dit il n'y a pas de fascistes, on essentialise des gens, en fait, là. Il n'y a pas des gens qui sont fascistes, il y a des propos qui le sont. Et je ne garantis pas que dans les micros de la cellule, il n'y ait pas de temps en temps des propos fascistes qui aient pu être énoncés. J'en sais rien, en fait. C'est très compliqué, en fait, de juger de ça. Tu veux dire du genre, il faut absolument jouer le jeu tel que l'auteur l'a écrit et ne pas en déroger. Mais par exemple, pour certains, effectivement, ce sera un autoritarisme qui peut s'apparenter, mais tout à fait. Et donc, du coup, on peut pas garantir non plus. Faut qu'on fasse attention. Faut qu'on fasse attention à ça. Voilà. Bon, passe. Alors, dernière chose auquel je voulais. Allez, je vous laisse reprendre. Je voulais dire. Donc, Bill Mollison et Holmgreen, ils ont été aussi influencés par un homme qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui est un japonais qui avait une vingtaine d'années pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui, c'est pas un beatnik. Il est japonais, élevé à la campagne du Japon, dans une société traditionnelle, etc. Et dès les années 50, il décide que lui, il veut plus travailler sa terre. Il expérimente une agriculture qu'il appelle naturelle ou sauvage. Et c'est un feignant, quoi. Oui, alors en fait, c'est un feignant qui bosse beaucoup. Hein, non, mais ça, c'est à toi. Évidemment que c'est pas un feignant. Et il a sorti un bouquin que je conseille, qui s'appelle La Révolution d'un seul brin de paille, où il parle de sa démarche, et moi qui m'a fasciné. Et il dit notamment,
Le problème, c'est que plus on intervient sur un système, plus en fait on va être obligé d'intervenir. C'est-à-dire que l'intervention humaine, elle force l'intervention humaine. C'est-à-dire que plus tu veux contrôler, plus tu vas être obligé de tout gérer, de t'occuper de tout. L'inflation du contrôle. L'inflation du contrôle. Et donc il dit, il faut arriver à revenir. Du contrôle, il en faut, oui, parce qu'on veut obtenir un résultat quand même. Donc il faut quand même intervenir au bon moment. Mais il faut essayer d'intervenir le moins possible. Ouais. Et on a toujours l'illusion... Contrôle passif, en fait, de la situation, presque, on dirait. Quand tu es dans un contrôle actif, plus ça va, plus tu as besoin, en fait, de contrôler. Tu vois, par exemple, sur une partie de jeu de rôle, plus tu as besoin, en fait, de contrôler tes joueurs pour qu'ils aillent dans le sens que tu veux. À partir du moment où tu as un contrôle actif sur la partie... Voilà. Tu rentres forcément dans l'inflation en fait des règles de contrôle en fait. Ça, moi j'en sais quelque chose. Et inversement, tu as une vision donc du contrôle passif. Si tu laisses pousser en fait si tu laisses émerger. Si tu as bien pensé ton design. Voilà. En amont, il n'y a plus besoin d'intervenir, ou presque plus. Ou ad minima. Une goutte d'eau, disait Emmanuel tout à l'heure. Une goutte d'eau, exactement. Ouais. Et l'exemple qu'il donne, moi, qui m'a fasciné, c'est cirer les mandarines. C'est-à-dire, ils produisaient des mandarines au Japon, et puis il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, si je mets de la cire sur mes mandarines, quand elles arriveront sur les étals, elles seront plus belles. Ouais. Donc tout le monde a acheté les mandarines de ce type-là. Donc tout le monde s'est mis à mettre de la cire sur ses mandarines. Et aujourd'hui, on s'est juste rajouté une couche d'emmerde, qui est que maintenant, pour vendre des mandarines, il faut que tout le monde fasse une action supplémentaire, qui est de mettre de la cire sur les mandarines. Ouais. Les mandarines qu'on achète en magasin, elles sont cirées ? Je sais pas si c'est les mandarines, les pommes, enfin moi je dis les mandarines parce que j'ai pas un souvenir exact. Je crois que j'avais entendu un truc comme ça sur les pommes, ça me dit quelque chose aussi. Oui, alors lui je crois qu'il fait pas pousser des pommes, donc si c'est pas les mandarines, c'est les oranges ou les yuzu ou c'est une agrume, je sais plus laquelle quoi. C'était un exemple. Mais tu iras lire Masanobu Fukuoka et tu auras la bonne réponse. Okay. Manu, tu voulais intervenir ? Ouais, sur la question d'esthétique que tu as posée tout au début et qui me paraît venir un petit peu en contradiction avec ça. Tu as dit que ça faisait partie un peu des objectifs de départ, d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, qui soit beau. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends l'esthétique pour le coup. Et qu'à un moment, on s'interdit à avoir un truc totalement moche, foutraque, comme... Alors, je t'arrête 30 secondes. Il est notoirement connu que moi, je suis assez peu sensible à l'esthétique. Donc je ne pense pas que ce soit moi qui ai tenu ces propos. Je n'ai rien contre le beau. Non, mais il me semble que tu les as sortis aussi. Ouais, peut-être. Mais voilà, effectivement, ça pose la question du beau. Si on fait de la monoculture, on a des champs superbes, tout alignés. Voilà, mais ça pose problème. Effectivement, ce qui est développé en permaculture, c'est souvent foutraque. Nous, on veut qu'il y ait des patates qui poussent, on ne veut pas s'échiner à les faire pousser à cet endroit-là. Si les patates, elles décident de pousser 10 mètres plus loin, c'est pas grave, on a des patates, on est content. Et après, on peut trouver ça beau, c'est-à-dire on peut trouver cette foisonnance beau, mais si on a envie d'une organisation de la nature, c'est pas le cas, quoi. On avait... Clément. C'est un peu de la... Je pense que c'est au niveau de l'esthétique, c'est un peu. Je pense qu'on parlait de perspective tout à l'heure en prenant le café, de quelle est la perspective qu'on peut avoir sur son. Bon, là, en l'occurrence, on parlait des villes, mais quelle est la perspective qu'on peut avoir sur un potager ? Ça me rappelle l'an dernier, on s'est retrouvé avec Manu dans un petit village de l'Ariège qui s'appelait Liorac, où tous les ans ils ouvrent leurs portes. C'est un grand espace partagé. Ils ouvrent leurs portes pour ce qu'ils appellent les jardins extraordinaires, où en fait pendant 6 mois tu as des artistes qui viennent faire du land art, qui viennent faire des grosses plus ou moins grandes installations, peindre sur place, etc. Et c'est tout un parcours sur 3-4 km, donc en plus tu peux prendre ton temps parce que tu as vraiment le... Et il y a un moment donné où tu passes dans une zone, tu as l'impression que c'est un peu le bordel, parce que tu as des fleurs, tu as de l'amarante, tu as des orchidées, tu as des machins, ceci, cela. Alors, tu as un assemblage de couleurs qui fait presque kaléidoscope et qui, en fonction de la journée, de la luminosité, peut faire mal aux yeux un petit peu. Et tu te dis, ils ont fait 4 trucs et ils ont laissé pousser. Ils ont quand même mis il y a des œillets de machin, voilà. Et en fait,
sauf que c'était placé dans le parcours de telle sorte que tu passes au travers, tu as le temps de découvrir quelles sont ces plantes, qui correspondent à quelle couleur, etc. Et puis après, une fois que tu as bien pris le temps de digérer tout ça, tu continues ton chemin et là, tu montes. Et arrivé en haut, tu as un banc tourné vers cette zone-là et tu te rends compte que y a encore quelque chose d'autre qui se dessine. Toute une mosaïque. Il y a ce côté éphémère d'un mandala, en fait. Tu es au milieu du truc, tu vois quelque chose, tu passes, tu vois une autre perspective, tu vois encore autre chose, et tu sais que c'est des fleurs, et que dans 6 mois, ça sera plus les mêmes, parce qu'elles seront passées à autre chose. C'est le PC qui vient de se mettre en veille, je pense. Ah. Alors, Très bien. ce que je veux dire là-dessus, c'est que la fonction esthétique, c'est une des fonctions qu'on peut valoriser dans son système. Et effectivement, si c'est important pour toi l'esthétique, alors il ne faut pas qu'il y ait un seul élément de ton système qui mette en valeur cette esthétique, il t'en faut plusieurs. Ouais. Et idéalement, ce serait bien que chaque élément de ton système concourt à une petite partie de l'esthétique, quoi. Et effectivement, l'esthétique, c'est une des fonctions qu'on peut rechercher dans son design. Manu, tu voulais intervenir ? Non ? Ah non, ok, tu levais le micro. Ok. Moi, j'aimerais pas qu'on finisse cette émission sans parler de Gilles Clément et de Francis Allais quand même, hein, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert la permaculture. Moi, ce que j'aime bien dans le concept de permaculture, et je vais faire après une analogie avec le jeu de rôle, c'est qu'elle replace en fait l'homme au centre de la nature, enfin pas au centre de la nature, dans la nature plus exactement. C'est-à-dire qu'avant, j'ai la sensation qu'en agriculture, l'homme était au-dessus du champ, en un sens, et qu'il contrôlait... Alors, avant, il faut dire quand, parce que avant, dans l'agriculture traditionnelle et extensive... Voilà, excuse-moi, avant pour mais moi... tu vois, le paysan du XIe siècle, il surplombe pas, quoi. Excuse-moi, je parle vraiment de l'agriculture quand j'étais petit, quoi. L'agriculture telle qu'elle était pratiquée dans la Beauce. Les années 50, 60, voilà, 70, c'est ça, dans l'agriculture intensive. On a l'idée que l'homme l'humain est en situation surplombante vis-à-vis de la nature. D'ailleurs, c'est incroyable de voir comme pendant très longtemps, même dans les débats sur l'écologie, on parlait d'environnement. Comme si l'homme était environné d'un truc, etc. Alors qu'en fait, l'homme est... Aujourd'hui, on parle d'écologie, il est dans le... Il n'y a pas un environnement, il n'y a pas l'homme et puis un autour. Il y a l'homme et la nature. Et il y a une interaction entre les deux. Ça, je trouve ça intéressant. Et dans le jeu de rôle, cette analogie-là, ça nous donne l'idée que l'auteur n'est pas surplombant, que dans le cadre d'un système de jeu, il interagit avec les joueurs. Il n'y a pas d'un côté l'auteur au-dessus de la table, en fait. Tout le monde... En fait, c'était ce qu'on disait quand on disait « mais le MJ est un joueur comme les autres », tu vois. Quelque part, c'est à ce moment-là, on a conscience que... C'est vrai aussi pour l'auteur. L'auteur est un joueur et l'auteur est un joueur comme les autres. Exactement, tout à fait. Donc ça c'est intéressant, je trouve, ces réflexions, en fait, comment elles amènent dans une espèce de parallèle comme ça dans le jeu de rôle. Manu, tu voulais... Mais du coup, c'est vrai aussi pour le groupe. Il n'y a pas un Romaric qui surplombe une cellule. Exactement. Il y a un moment, je sais pas, il n'y a pas des structures qui ont des présidents en jeu de rôle, là. Oh putain, mais comment est-ce que ça peut fonctionner ? Alors moi, Francis Allais, je l'ai découvert à travers le travail... Il était une forêt, non ? Alors oui, il était une forêt, donc ça c'est le petit documentaire qu'il a rendu très célèbre. Moi, je l'ai découvert à travers mon travail auprès de Guillaume Asselot, qui est donc le fondateur d'un projet de réseau social basé sur l'économie des arbres, un réseau social qui est en train d'être créé en ce moment, qui s'appelle Seeders. Et donc du coup j'ai travaillé comme consultant en fait pour son entreprise. C'est donc comme ça que Milvaux a commencé ? Alors non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Rien à voir. Et lui, il utilisait les modèles de Francis Allais en fait, le modèle de l'arbre de Francis Allais,
qu'a développé Francis Allais. Donc, pour le résumer très rapidement, c'est au départ, on considérait qu'un arbre, c'était un arbre et donc une seule entité. Et la grande révolution de Francis Allais, c'est de dire en fait que l'arbre n'est pas un arbre, mais une colonie en fait d'arbres. Et que le tronc, en fait, c'est juste le socle commun sur lequel chaque colon a posé sa pierre. Et donc, en fait, un arbre, c'est non pas un arbre, mais des arbres, en fait. Et donc, il y a une... voilà, déjà, juste ça, c'est une des grandes thèses de Francis Allais. Et donc Guillaume Maslow, en fait, partait de la façon dont Francis Allais décrit la forêt pour créer, en fait, pour concevoir tout simplement sa vie, sa métaphysique. Lui, il en avait fait, tu vois, sa métaphysique, tu vois, c'était presque devenu, etc. Et ça m'amène aussi à une réflexion sur le prodige et les vertiges, les miracles de l'analogie, qui est qu'en fait, ce que tu viens de faire, la comparaison, l'analogie que tu fais entre la permaculture et le jeu de rôle, en fait, si tu réfléchis bien, tu prends n'importe quelle spécialité, n'importe quel domaine, n'importe quel champ, avec des principes, tu peux quasiment toujours faire une analogie. C'est-à-dire, par exemple, je vous prends un autre truc, je dis, par exemple, moi, ce qui me fascine, c'est la vision élémentaire d'Empédocle. Je dis, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre et il y a l'air. Et puis alors, je commence à développer la vision d'Empédocle sur les 4 principes. Il n'y a que l'avatar qui peut maîtriser les 4. Dans le jeu de rôle, c'est la même chose. Il y a des principes de feu, des principes d'eau, des principes... Et je vais aboutir, en fait, en travaillant cette analogie, à des conclusions qui vont être tout aussi pertinentes que celles auxquelles je peux aboutir avec la permaculture. Et donc, en fait, quelque part, toute analogie est fertile. Toute analogie est fertile. Et c'est à la fois bien, mais c'est aussi un piège. Parce que l'analogie nous empêche aussi de voir dans les choses ce qui est différent de notre analogie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque je vais tout analyser sous le feu, l'air, la terre et l'eau, eh bien, il y a des éléments que je vais laisser passer auxquels je vais volontairement, en fait, sur lesquels je vais volontairement m'aveugler pour que la réalité conserve sa forme avec mon analogie. Donc, quand quelqu'un vient à la cellule me faire une analogie, j'invite toujours les auditeurs à avoir du recul malgré tout sur celle-là, parce que attention à ne pas se laisser aveugler par l'analogie au point de n'y voir dans le jeu de rôle que de la permaculture et d'oublier certaines spécificités que le jeu de rôle pourrait avoir. Et ça, on l'a dit à plein de sujets, notamment sur la théorie GNS. Dans les saisons précédentes de la cellule, on dit attention la théorie GNS. Parce que la théorie GNS nous empêche aussi de voir certains éléments des parties de jeu de rôle qui sortiraient du cadre de cette théorie. Et donc, elle peut nous mettre des œillères. Toute analogie est très bien, est très fertile. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut faire de la transversalité, on peut s'enrichir des autres théories. Mais il faut toujours prendre garde à ne pas devenir dogmatique de son analogie, en fait, et de ne pas devenir obsédé par celle-ci. Voilà, c'est juste une petite limite. Globo, ça te fait réagir ? Oui. En fait, c'est des filtres que tu appliques, c'est-à-dire que tout est une question de référentiel. C'est des grilles d'analyse. Voilà, quel référentiel tu prends, et on sait en maths, par exemple, que selon le référentiel que tu prends, il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Et que si tu veux les résoudre, c'est possible, oui, mais il faut changer de référentiel. Et c'est ça, en fait. Quelle grille d'analyse j'ai. Et cette grille d'analyse, elle va me filtrer des informations. Et si je veux voir autre chose, je vais être obligé de changer de grille d'analyse pour voir ma pratique. Et aussi, quelle envie tu as pour ta pratique, pour ton groupe. Et si tu nous amènes ça aussi, c'est peut-être parce que... voilà, tu as envie que cet aspect permaculture il soit mis en évidence, qu'on le voit pour pouvoir pas le favoriser, mais au moins le préserver. C'est un élément que je crois qu'autour de la table, ça nous séduit, cette idée. Moi, il est clair qu'aujourd'hui, dans ce que je viens chercher dans le jeu de rôle, il y a principalement ce qu'on va faire émerger collectivement ensemble à la table. C'est pour ça aussi que je dis tout le temps le fleuve c'est de la merde, gna 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 gna, parce que moi j'ai envie que on le crée à la table. J'ai pas envie qu'on me l'impose. J'ai envie que ce soit une création collective, qu'elle soit fertile, qu'on ait abouti à quelque chose. Alors juste un petit point justement pour rebondir là-dessus, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est que toutes les analogies se valent en un sens. Enfin, il y a un côté... elles sont toutes pertinentes. Elles sont toutes pertinentes, voilà, c'est ça. Et donc, on pourrait dire, elles se valent toutes. Moi, j'ai tendance à penser que
qu'est-ce qui fait du coup la plus grande pertinence d'une analogie sur une autre? Comment est-ce que finalement, si c'est nécessaire de faire une distinction, quelle analogie je vais adopter moi-même? Comment est-ce que je choisis par contre? Alors, pour répondre à ça, je dirais T'as une idée? que c'est de la permaculture, quoi. C'est que tu vas pouvoir associer, à partir du moment où tu trouves des liens entre Permaculture différentes analogies, Ouais. et ben tu vas nourrir ta Exactement. perspective du jeu de rôle en fonction non pas d'une seule analogie, comme tu dis, c'est des filtres. Donc des filtres, tu vas en enlever un, tu vas avoir des couleurs rouges, tu vas le remettre, ça va donner du mauve, et tu vas pouvoir mélanger et voire même les enlever tous. Mais tu vas tester, tu vas expérimenter. Observer, regarder les rétroactions, accepter le changement, on revient aux deux structures. Et moi, ma réponse par rapport à ça, c'est de dire qu'en fait, ce qui fait la distinction entre deux analogies, je veux dire, comment on sait qu'il y a des bonnes analogies, puis il y a Bon des chasseur mauvaises, et voilà, mauvais c'est ça. chasseur. Pour moi, c'est les plus fertiles qui sont les meilleurs. Et Ouais. c'est ça le truc. Donc, Globo, tu m'auras convaincu que ton analogie est pertinente quand tu m'auras fait un jeu qui utilise les principes mais non, mais c'est vrai, qui utilise les principes de la permaculture, qui sera extrêmement fonctionnel, auquel je prendrai beaucoup de plaisir à jouer, que j'analyserai, etc., avec grand plaisir. Et quand tu auras fait ce jeu-là, et quand il y en aura, mettons, et Globo va faire le premier, mais il y en aura peut-être 1000 autres après, je dirais, ok, ça c'était une analogie qui était vraiment très pertinente, parce qu'elle fut extrêmement fertile, et elle a créé des bons jeux, elle a créé des... Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je fais la distinction entre l'analogie... et inversement, il y a des analogies qui sont enfermantes en elles-mêmes, tu vois, qui nous emprisonnent en elles-mêmes dans une répétition du même perpétuel, etc. Celle-là, pour moi, ça c'est mauvaise analogie, tu vois, c'est des analogies qui nous enferment, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire telles qu'elles peuvent produire, telles qu'elles peuvent être fertiles. Tu vois, il y a des analogies qui sont castratrices, en fait, pour faire simple. Mais pas la permaculture. Non, j'ai pas l'impression, en tout cas. Ça a l'air en toi de générer des idées. Et en même temps, il y a cet aspect où à un moment, il faut lâcher la responsabilité. Et quand tu lances ton analogie, ce que les gens en font derrière, de la même façon, quand tu lances ton jardin, ce qu'il en advient... c'est souffler un peu sur ce côté. Je suis porteur d'un message qui va modifier des trucs dans la tête des gens. Et donc voilà, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire, Romaric. Ouais. J'espère que je donnerai aux auditeurs l'envie de s'intéresser à tous ces écrits-là, à ce que disent ces gens-là. Et qu'ils y trouveront les analogies qui les intéressent pour leur pratique. Ouais. Et voilà, je n'ai pas la prétention d'être un expert, mais c'était juste pour... Personne à la cellule n'a la prétention. Tu vois, pour dire, allez regarder ça, moi ça me potes. passionne, j'espère que ça vous passionnera aussi. C'est certain. Et creuser le truc, quoi. C'est certain. Jérôme, tu veux intervenir? Voilà. Non, si je Un lance troll, parce que là, troll. après on est reparti pour 3 quarts d'heure sinon, mais est-ce que ça participe à la gentrification des quartiers? Ah ouais, ça c'est un débat politique sur l'utilisation de la permaculture. Ouais. Des quartiers de viande, au secours. Donc bon, alors effectivement, c'est pas l'objet de ce podcast. Alors j'ai évoqué rapidement Gilles Clément. Si vous voulez en savoir plus sur Gilles Clément, c'est un paysagiste, un jardinier qui lui aussi travaille sur ces questions de permaculture d'une façon en se révoltant aussi contre une manière de faire du jardinage, ce qu'il appelle le jardinage meurtrier, c'est-à-dire le jardinier est un tueur casqué avec sur des tracteurs qui font du bruit, voilà, qui va tuer en fait. Il a une espèce de toute analogie entre le jardinier et la guerre en fait. Quand on regarde un jardinier traditionnel partir, il a sur le dos, il a un pactage, il a un casque, il a un masque à gaz, et donc il a une espèce d'analogie, de comparaison entre le guerrier et donc il voit. Alors lui, si tu veux, Gilles Clément, c'est l'incarnation personnelle de la ruine de vie pour moi. Si tu veux, c'est le solipsisme des temps modernes. C'est vraiment le type qui dit le jardinier, c'est au contraire quelqu'un qui lutte pour la vie en fait. Et on a une vision en fait du jardinier comme le tueur en fait, l'insecticide, etc. Donc si vous voulez en savoir plus sur Gilles Clément, je vous invite vraiment. Et sur ce sujet, il y a un très très bon arrêt sur image. Donc arrêt sur image, l'émission présentée par Daniel Schneiderman, disponible
Pour 45 € par an, il faut s'abonner à Arrêt sur Image. Voilà, point. C'est une émission qui permet vraiment de se désintoxiquer de plein de vilaines choses de cette société moderne contemporaine. Et c'est très très bien. Et donc parmi les émissions pour 45 € par an que vous aurez, qui seront accessibles, il y a une émission avec Gilles Clément que je vous invite vraiment pour aller plus loin de ce podcast d'écouter. C'est vraiment très très intéressante. Voilà, si vous avez de l'argent pour vous abonner à Arrêt sur Image, n'oubliez pas aussi de tiper la cellule, de partager ce podcast sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On l'a encore jamais dit, mais maintenant que les vidéos sont aussi sur YouTube, enfin les podcasts. Oui. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Voilà, c'est très. J'ai toujours rêvé de toi à la Mettez-vous à la cloche. Je suis désolé, mais ça reste important en fait de faire ce c'est quand même disclaimer. ridicule, tous les Je le fais youtubeurs qui jamais. disent ça tout le temps. C'est bien, ça me fait marrer. Tu sais bien que moi je le fais pas toutes les semaines, mais qu'effectivement c'est bien de rappeler aussi que vous devez, si vous aimez ces podcasts, si vous aimez la Team Cellule, le think tank, partager ces vidéos et donc ces podcasts, c'est sur les réseaux sociaux, typer la cellule et compagnie. Merci beaucoup Globo de nous avoir apporté ce sujet, c'était passionnant. Merci Manu, merci Clément, merci Jérôme. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien ou laissez bien pousser votre jardin. Exactement. Râlez moins, jouez plus. Ça fait longtemps que tu l'as pas dit. Hein. C'est vrai. Allez, bye bye. Ciao. Bye.